Diffamation, dénigrement, vol dans les caisses, attaque. Comment réagir quand on se sent trahi? Bonjour, je suis Sébastien Knight, fondateur du mouvement des entrepreneurs libres et chaque jeudi, je partage avec vous les rituels de l'entrepreneur libre, c'est-à-dire des stratégies simples et efficaces pour vous rendre plus libre, plus heureux et plus productif. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la stratégie à adopter quand on se sent attaqué ou trahi dans le développement de notre activité. Soit par des proches qui ne soutiennent pas le projet, soit par des concurrents qui vont essayer de nous casser et de descendre notre activité en flèche, soit par un ancien associé ou quelqu'un qu'on pensait être en train de nous soutenir et qui en fait avait d'autres plans et qui en fait a nui à l'avenir de la boîte. Comment faire pour réagir émotionnellement et concrètement dans ce genre de situation? J'aimerais partager avec vous un modèle en 10 questions à se poser pour réagir dans ce genre de situation. Ce modèle a été établi par mon ami Mastin Kipp. Mastin est formateur, thérapeute et spécialisé en fait dans tout ce qui est les traumatismes. Et c'est un entrepreneur à énormément de succès qui a été régulièrement intervenir chez Oprah pour communiquer avec son audience sur ce sujet. Et c'est un expert de comment faire le travail d'introspection nécessaire pour réagir face aux situations difficiles. Et j'aimerais partager avec vous les 10 questions à se poser dans ce genre de situation. Question numéro 1, la plus importante. Quel est mon rôle dans cette situation? Cette question est essentielle parce que vous n'avez aucune chance de réagir pour obtenir un résultat positif si vous ne prenez pas d'abord, vous, la part de responsabilité qui vous incombe pour la situation que vous vivez. Je sais que quand on vit une situation difficile, c'est toujours une difficulté supplémentaire que de se dire « mais en fait, ça vient de moi ». Je sais qu'on se dit, mais non, enfin, c'est pas moi qui cause la pluie et le beau temps et c'est pas moi non plus qui cause le fait que les gens décident d'agir de façon négative, agressive ou hystérique. Et pourtant, il faut quand même prendre votre part de responsabilité. Si vous avez un concurrent qui n'arrête pas d'essayer de vous casser parce que vous êtes installé en face de son magasin ou au-dessus de son magasin, eh bien, vous pouvez au moins, au minimum, commencer à prendre la petite part de responsabilité de, bon ben voilà, j'ai choisi de m'installer là, en face de cette autre entreprise ou au-dessus de cette autre entreprise ou en dessous, peu importe. Et donc, c'est un premier élément. Comment est-ce que vous avez réagi jusqu'à maintenant? C'est aussi peut-être un autre élément, peut-être que ça a mis de l'huile sur le feu. Donc, première question, en fait, elle vise à en apprendre davantage sur vous-même et à apprendre sur quel est le rôle que vous avez joué jusqu'ici de façon concrète, factuelle, réaliste. Et ça m'amène du coup à la question numéro 2. La question numéro 2, c'est est-ce que je prends trop de responsabilités ou pas assez? Parce que quand on est dans une situation particulièrement difficile, en général, ce n'est pas parce qu'on assume exactement la bonne quantité de responsabilité, c'est parce que soit on est en train de rejeter la faute sur les autres, parce qu'après tout, c'est leur faute si tout se passe de travers, soit, ce qui est encore plus traître, non seulement vous rejetez la faute sur les autres, mais en plus vous ne vous rendez pas compte que vous rejetez la faute sur les autres. Donc vous dites qu'il n'y a que les autres qui rejettent la faute sur les autres. Et donc là, c'est infernal. Soit vous tombez dans le piège opposé qui est vouloir prendre trop de responsabilités sur vous et dire mais en fait tout est de ma faute, tout est absolument tout de ma faute. Comme si vous avez invité le diable chez vous et que c'est parce que votre âme à vous est damnée. Et c'est un piège aussi de faire ça parce que se dire à soi-même, se mentir à soi-même en se disant que 100% de la situation est à 100% de notre responsabilité à nous, comme tous les mensonges, c'est une façon de se cacher notre vraie part de responsabilité. En fait, quand on dit « Ok, je suis responsable de tout », ça nous permet d'éviter de dire « En fait, je suis responsable d'une chose vraiment très spécifique que j'ai tendance à faire dans toutes mes relations, qui me cause tout le temps le même type de problème. » Et donc, ça nous évite d'avoir à regarder ce défaut dans le miroir. Si on dit juste, voilà, je suis juste une mauvaise personne, ça nous évite d'avoir à regarder dans le miroir notre unique défaut qui fait vraiment très très mal et qui cause cette situation à répétition. Donc, c'est une question importante à se poser. Et c'est facile, si vous avez répondu à la première question, de se rendre compte en relisant. Je vous conseille de faire les réponses par écrit à ces questions. Je vous les mettrai dans la description de cette vidéo. Et donc, je pense que c'est important de le faire par écrit parce que
Vous pouvez donc regarder votre réponse à la question numéro 1 et dire, voilà, est-ce que là, en disant ça, je prends vraiment ma responsabilité? J'en prends suffisamment? Est-ce que je ne prends pas assez? Est-ce que j'en prends trop? Question numéro 3, très importante pour pouvoir aller de l'avant. Question numéro 3, en quoi le scénario se répète-t-il? En fait, c'est important parce que ça vous permet de savoir qu'est-ce qui vous touche le plus dans cette situation, parce que différentes situations sont perçues par des personnes différemment. Il y a des gens qui seraient dans la même situation que vous et qui voient ça comme une trahison de leur confiance. D'autres personnes seraient dans la même situation que vous et verraient ça comme une opportunité. D'autres personnes sont dans la même situation que vous et voient ça comme une menace pour leur identité en tant que personne. D'autres personnes sont dans la même situation que vous et seraient inquiètes. D'autres sont en colère. D'autres seraient tristes. D'autres seraient pleines de compassion. Donc, la situation concrète que vous vivez à ce moment donné, elle n'a pas de sens autre que le sens que vous lui donnez. C'est un des enseignements les plus importants que j'ai appris de mon mentor T. Harv Eker, pourtant dans un séminaire qui n'a rien à voir avec cette question spirituelle, mais c'est la clé en fait. J'ai compris, ok, en fait, toute situation n'a de sens que le sens qu'on lui donne. Et donc maintenant, si vous prenez la situation dans laquelle vous êtes et que vous prenez le sens, qu'est-ce qui vous touche le plus dans cette situation? Ce qui vous touche le plus, c'est par exemple, je disais, on a abusé de votre confiance, d'accord? Dans ce cas-là, maintenant que vous savez ce qui vous touche le plus, la question c'est en quoi est-ce que c'est un reflet d'autres situations passées? En quoi le scénario se répète? Et donc ça vous permet de voir, ok, ça s'est produit là cette semaine, mais ça s'est produit aussi avec une autre personne dans une autre situation professionnelle il y a 2 ans. Ça s'est produit avec un cousin il y a 5 ans. Et donc le fait d'en être conscient nous donne une chance de pouvoir aller vers un changement. Mais d'abord, suite à cette troisième question, on va se poser la question 4. La question 4, c'est comment faire preuve de compassion envers moi-même? Autrement dit, quels sont les défauts que je viens de comprendre grâce à ce scénario qui se répète? Quel est le défaut récurrent que j'ai qui a tendance à créer tous mes problèmes et pour lequel je dois faire d'abord preuve de compassion envers moi-même? Vous n'êtes pas parfait ou parfaite. Je ne suis pas parfait ou parfaite. Notre vie est bien meilleure quand on arrête de se mentir et d'essayer de croire qu'on est parfait. Donc, si vous prenez la décision maintenant de dire « Ok, je regarde les choses en face, je ne suis pas parfait ou parfaite et voici le comportement, je ne vais pas appeler ça un défaut, mais voici le comportement que j'ai tendance à avoir, qui a tendance à me causer le même genre de situation. » Par exemple, dans mon cas, les 3 premières personnes que j'ai embauchées en tant que salarié ont été littéralement des catastrophes. La première personne m'a coûté une fortune, n'a rien fait pendant 4 mois. La deuxième personne a menti sur son CV et est partie au bout de quelques semaines. La troisième personne a aussi menti sur son CV et est partie au bout de quelques semaines. Au bout d'un moment, il faut que je me remette en cause parce que le point central de tous ces échecs de recrutement, c'est quand même moi. C'est moi qui ai recruté toutes ces personnes différentes. Donc, si je le sais, je peux faire preuve de compassion envers moi-même et dire « Ok, je vais l'admettre maintenant. Nous sommes en 2011. Je suis nul quand il s'agit de recruter. Il faut que j'apprenne à le faire. Donc, je vais faire preuve de compassion. Personne ne m'a jamais appris à faire des recrutements. Quand j'ai démarré ma boîte, je n'ai pas suivi de formation sur comment recruter ses premiers salariés. Donc, c'est normal d'être quand on débute, c'est normal d'être débutant, comme dit Sébastien Knight. Donc, c'est normal que je sois nul en recrutement. Donc, ok, maintenant que j'ai fait preuve de compassion, je vais pouvoir apprendre. Mais c'est important, si vous ne faites pas preuve de compassion envers vous-même, vous ne pouvez pas progresser parce que vous allez être bloqué dans cette spirale négative. Donc, maintenant qu'on a cette compassion, on va essayer de faire preuve de compassion envers l'autre personne, celle qui nous a, entre guillemets, fait du mal, celle qui a causé le problème. Et on va se poser la question 5. Question 5. Quel contexte justifie son comportement? Donc, cette autre personne qui a volé dans la caisse, qui a menti sur son CV, qui nous a arnaqué, qui est parti avec notre argent, qui a abusé de notre confiance, qui nous a dénigré en public, qui a attaqué notre entreprise, qui a mis le feu à votre voiture, qu'en sais-je, voilà, qui a essayé de ruiner votre vie, d'accord? Eh bien, cette autre personne, dans son scénario, dans son film, dans son documentaire qu'elle a dans sa tête de sa vie, c'est elle le héros de l'histoire. Il faut se rendre compte que même Darth Vader, dans sa tête, c'est lui le héros de l'histoire. D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder le 3e épisode de Star Wars pour voir qu'il est convaincu qu'il fait les choses, il fait ce qu'il fallait faire. Donc,
Cette personne qui vous a nui ou qui a causé toute cette situation, elle a agi dans un contexte. Et c'est important pour vous de comprendre ce contexte pour pouvoir faire preuve de compassion. Et ce, même si vous n'êtes pas d'accord avec les choix que la personne a faits, si vous n'êtes pas d'accord avec le comportement, vous devez au moins comprendre le contexte. Tant que vous n'avez pas compris le contexte, vous ne pourrez pas avancer à l'étape suivante parce que vous ne saurez pas comment réagir. Vous allez réagir de travers et causer encore plus de conflits. Donc, c'est pour ça que cette question est essentielle. Et maintenant, une fois qu'on a compris le contexte de cette autre personne, on va se poser la question numéro 6. Question numéro 6, qu'est-ce qui va me coûter le plus ? Qu'est-ce qui me coûtera le plus ? Eh bien, est-ce que ça va me coûter davantage de me défendre, de fixer des limites, de me battre ? Ou est-ce que ça va me coûter davantage d'accepter la situation ? Et le fait de se poser cette question nous permet de faire vraiment le choix. Parce que des fois, on a envie de se battre, mais juste par principe. Alors que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Vous n'aurez pas raison à la fin d'une longue bataille juridique. Vous n'aurez pas raison. Vous n'aurez pas arrangé la situation. Vous ne serez pas mieux personnellement. Si c'est un ancien associé qui est parti avec la caisse ou avec des anciens clients, eh bien vous pouvez faire une bataille juridique qui dure 10 ans et vous ruiner la santé et en faire un AVC et mourir jeune pour rien. Pour moi, l'exemple qui me revient souvent à la mémoire, c'est... J'ai eu une citation de Steve Jobs qui a dit je préfère mourir avant de laisser Samsung copier mes produits. Je dis, ah ouais, c'est quand même fort comme citation. Il est mort moins d'un an après avoir dit ça. Je pense pas qu'on puisse dire scientifiquement qu'il y a un lien direct entre A et B. Mais je pense que c'est important quand même de se poser la question, de dire, ok, on ne veut pas se créer tellement d'angoisse, de stress et de négativité dans notre vie que ça nous coûte plus de se battre que de juste tourner la page. Et réciproquement, il ne faut pas non plus juste dire bon ben, par principe on va tourner la page, être une personne faible, parce que sinon cette situation va se reproduire tout le temps. Il faut savoir choisir, donc il faut se poser la question en tout état de cause. Et si on choisit de se battre, eh bien il faut se poser la question, si nécessaire, comment est-ce qu'on va faire pour se défendre avec le conseil juridique approprié, avec l'esprit ouvert et en respectant nos valeurs. Je pense que j'ai déjà fait d'autres vidéos sur ma chaîne spécifiquement sur la question juridique de comment on traite quand il y a un dénigrement commercial ou une diffamation. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce cas particulier, mais il faut savoir que dans certains cas, ça vaut le coup de se battre. Dans d'autres cas, il vaut mieux laisser le gars sur son blog que personne ne visite dire ses conneries. Personne ne va jamais en entendre parler. Il va mourir tout seul dans son fiel. Vous le laissez faire ça et vous appliquez la stratégie que j'enseigne dans mon autre vidéo. Je vous mettrai le lien en description. C'est ma vidéo « Comment se débarrasser de tous vos ennemis ». Et j'explique la méthode de Confucius pour se débarrasser de vos ennemis. La seule méthode qui vous permet de ne pas finir en prison et qui marche à tous les coups. Ça vaut le coup d'aller voir cette vidéo après celle-ci. Donc, maintenant que j'ai choisi dans quelle direction je vais avancer, est-ce que je vais me défendre ou est-ce que je vais laisser couler, c'est nécessaire maintenant de me poser la question numéro 7. Question numéro 7, où est l'opportunité de grandir ? Maintenant que j'ai analysé la situation, que je me connais mieux, j'ai de la compassion envers moi-même et envers cette autre personne, où est l'opportunité de grandir et d'évoluer pour être une meilleure personne à l'avenir ? Soit parce que la situation ne va plus se reproduire, soit tout simplement parce qu'on va mieux réagir et être une plus grande personne. En fait, ce qui nous permet de savoir qu'on a grandi, c'est que ce qui était avant un obstacle n'en est plus un. Ça ne veut pas forcément dire qu'on ne rencontre plus l'obstacle, ça veut dire que ce n'est plus un obstacle. Alors je fais cette vidéo, ma fille Alice a bientôt 1 an et elle gambade partout, mais pour elle, ce qu'on lui met comme obstacle pour l'empêcher d'aller mettre les doigts dans une prise électrique, c'est rien quoi. Il suffit de prendre un tabouret et de mettre le tabouret, de renverser le tabouret, ça lui barre le chemin, elle ne peut plus avancer. Bon ben, j'espère que quand elle aura 16 ou 17 ans, franchir un tabouret renversé pour aller là où elle veut aller, elle sera capable de le faire, d'accord ? Je crois qu'elle sera devenue une plus grande personne. Si elle reste comme ça ne va pas le faire. De la même façon, si aujourd'hui votre difficulté c'est voilà, waouh, quelqu'un vous a arnaqué de 200 €, vous n'avez plus un sou sur votre compte en banque, ben j'espère qu'à l'avenir vous serez quelqu'un pour qui 200 € dans le futur ça sera rien quoi. Et donc même si ça arrive à nouveau, que vous puissiez dire bon ben voilà, ok, d'accord, ça arrive à nouveau, il ne faut plus que ça m'arrive, mais ça ne met pas en danger la santé financière de toute ma famille
et mon existence et le fait que je puisse nourrir mes enfants. D'accord? Donc, question 7, l'opportunité de grandir. Question 8 maintenant. Tant qu'à être une grande personne, eh bien, c'est bien d'éviter de causer les mêmes soucis à d'autres personnes. Donc, question 8, suis-je en train d'infliger la même expérience à d'autres? C'est une bonne question à se poser. Là, vous êtes frustré, vous êtes angoissé, vous êtes énervé parce que vous avez envoyé un mail à quelqu'un sur un truc urgent et la personne ne vous a pas répondu, ça fait 3 semaines. Vous trouvez ça abusé, c'est vraiment exagéré, c'est scandaleux, vous tournez les sangs depuis 3 semaines. Bon ben, ça vaut le coup de se poser la question, est-ce que moi aussi, je ne suis pas en train de faire la même chose à quelqu'un d'autre? Parce que peut-être, je vous donne un exemple concret qui se produit beaucoup dans l'industrie dans laquelle je suis. On fait des formations. Beaucoup de personnes font des formations en présentiel avec des dates fixes. Ce qui se passe, c'est que si vous faites des formations, les gens qui sont membres de votre formation qui doivent venir ont besoin de la date pour pouvoir s'arranger. Donc, ce qui se passe beaucoup dans mon secteur, par exemple, c'est que les dates des uns sont dépendantes des dates des autres. Par exemple, je suis membre du mastermind de Jeff Walker et c'est une des premières choses que je mets dans mon agenda de l'année. Donc, tant que Jeff Walker n'a pas annoncé les dates auxquelles on va se rencontrer aux États-Unis, je ne fixe pas non plus la date de mon séminaire. Bon, parmi les gens qui viennent à mon séminaire, il y a des gens qui sont eux-mêmes conférenciers et qui attendent que je donne la date de mon séminaire pour fixer la date de leur séminaire. Et ainsi de suite. Donc, ça veut dire que si, j'en sais rien moi, la femme de Jeff Walker tombe malade et il ne peut pas fixer la date de son séminaire, ça me met moi en retard pour fixer ma date et ainsi de suite. Bon, donc si moi, je suis en train de bougonner et de râler parce qu'on ne m'a pas annoncé la date où je dois être à Orlando, en Floride, l'année prochaine, et ça fait 3 semaines que je demande et on ne me répond pas, eh bien, ça vaut le coup pour moi de me poser la question, est-ce que je ne suis pas aussi en train de causer la même frustration chez d'autres personnes? Et donc, une fois que je me pose cette question, ça me permet au moins, moi, de ne pas perpétuer le cercle vicieux et de trouver une solution pour être une partie moi-même de la solution et non pas une partie du problème. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et enfin, les 2 dernières questions. Question 9. Comment puis-je faire des choix plus sages à l'avenir? Donc, maintenant que j'ai fait toute cette introspection, qu'est-ce que je décide de faire pour qu'à l'avenir, la situation ne se reproduise pas? Donc là, je vais m'engager envers moi-même. Et question 10. Quel soutien moral me faut-il pour rester dans cet engagement? Donc, quel soutien moral, quelle formation, quel mentor il me faut en fait pour rester dans l'engagement, dans le chemin que je me suis fixé. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai bouclé la boucle. Et vous allez voir que si vous prenez le temps de répondre à ces 10 questions par écrit, vous aurez fait un parcours émotionnel qui est vraiment, c'est le jour et la nuit. Et donc, si vous étiez dans l'angoisse, le stress de cette situation difficile que vous traversez avec la sensation d'avoir été trahi, eh bien, vous en arrivez après à une meilleure compréhension de vous-même, une meilleure compréhension de la personne avec qui vous êtes dans cette situation. Et vous avez aussi, vous êtes parti maintenant de la solution et pas du problème. Et maintenant, vous êtes mûr pour regarder les autres vidéos complémentaires à celle-ci. Ma vidéo « Comment se débarrasser de ses ennemis si vous avez décidé d'agir ». Et mon autre vidéo, si vous préférez avoir une action plus pacifique, qui s'intitule « Comment gérer les conversations difficiles ». Donc voilà, c'est 2 compléments selon la voie que vous avez choisie. Mais vous êtes certainement maintenant dans un état d'esprit bien différent et vous êtes une plus grande personne grâce à cet événement. Et je pense que c'est important de pouvoir faire preuve de gratitude pour les épreuves qu'on traverse parce que ce sont elles qui nous permettent de grandir. Et maintenant, et si on se rencontrait en chair et en os? Chaque année, j'organise à Paris un événement, la rencontre des entrepreneurs libres. Si vous allez sur entrepreneurlibre.com/séminaire, vous verrez tous les détails afin qu'on puisse se rencontrer en chair et en os, mais aussi afin que vous puissiez découvrir les stratégies marketing de pointe utilisées par mes clients, des personnes qui, comme vous, ont regardé mes vidéos il y a encore 1 an en se demandant comment faire pour lancer ou développer leur activité et qui maintenant sont devenus des entrepreneurs libres. Donc, ça sera un plaisir de vous voir là-bas et de vous permettre de devenir entrepreneur libre à votre tour. entrepreneurlibre.com/séminaire.